les États-Unis d'Amérique, la première superpuissance économique, politique, militaire, technologique et culturelle du monde, sont sans aucun doute la nation la plus influente de notre époque. Ce grand pays a réussi à maintenir l'hégémonie dans le monde depuis le début du XXe siècle, se consolidant particulièrement pendant les deux guerres mondiales. Mais comment se fait-il qu'une des nombreuses colonies du Royaume-Uni soit devenue le grand empire contemporain? Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître son histoire. On estime que le territoire américain actuel a été peuplé depuis l'Asie entre 12 000 et 40 000 ans auparavant, en passant par le détroit de Bering. Diverses tribus et peuples se sont installés dans tout le pays, et, en raison de l'immense territoire, ils avaient rarement des contacts entre eux, de sorte que les différentes cultures se sont formées de manière assez hétérogène avec des langues, des coutumes et des religions différentes. Parmi eux, les Anasazi dans le sud, les Inuits en Alaska, les Sioux, les Apaches, entre autres. Avec le temps, certaines tribus se sont unies et ont même formé des États, parmi lesquels la Confédération iroquoise, qui a unifié les tribus Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca et Tuscarora, et la Confédération Powhatan, toutes deux depuis la fin du XVIe siècle. D'autres, comme la Confédération Wabanaki, ont été établies depuis le début du XVIIe siècle. Le territoire actuel des États-Unis avait été étranger à l'expansion espagnole, qui avait déjà pris le contrôle d'une grande partie de l'Amérique latine actuelle, à l'exception de la Floride, où il s'était installé vers 1513. Cependant, d'autres Européens commenceraient à s'installer sur ce vaste territoire. La première tentative a été faite par les Britanniques, dans la colonie de Roanoke, dans l'actuelle Caroline du Nord, en 1585, qui a duré environ 5 ans, et sa disparition reste un mystère. Le premier établissement britannique permanent a été fondé en 1607, connu sous le nom de Jamestown, dans l'actuelle Virginie, qui a prospéré grâce à la culture du tabac, tandis que les Français s'établissaient en Acadie, dans l'actuel Québec, Canada. Les colons britanniques commenceraient à avoir des frictions avec la Confédération Powhatan, qui entrerait en combat, qui ont été apaisées après le mariage du colon John Rolfe et de la fille du chef Powhatan Pocahontas. Oui, la même que tu as connue par Disney. Cependant, après le changement de commandement, le chef, Opechancanough, prendrait des représailles et consommerait le massacre de Jamestown en 1622, tuant 400 personnes, qui représentaient un tiers de la population totale. Malgré cet affront, les colons anglais continuaient à migrer, consolidant ainsi la colonie de Virginie, qui serait la première colonie officielle britannique en Amérique du Nord. Après 2 autres guerres avec les Powhatan, où ils ont réussi à capturer le chef Opechancanough, la Confédération a commencé son déclin sans pouvoir empêcher l'expansion des colons britanniques après le traité de 1646. Pour cela, les Britanniques n'étaient pas les seuls à s'installer. De leur côté, les Néerlandais ont fondé la Nouvelle-Amsterdam en 1625 sur le territoire actuel de New York, où ils ont établi un fort. Cette proximité a conduit les Britanniques à affronter les Néerlandais dans les guerres anglo-néerlandaises bien connues. Plusieurs groupes de Britanniques, connus sous le nom de Puritains, ont continué à occuper davantage de territoire le long de la côte est des États-Unis. Plymouth et Boston entre 1620 et 1630, Connecticut en 1635. Les colonies qu'ils ont fondées étaient basées sur les villes britanniques. Les Français, pour leur part, ont fondé la Louisiane, une province qui occupait les États modernes de Louisiane, Arkansas, Mississippi, Alabama, Indiana, Illinois et Missouri. Par la suite, elle s'étendrait aux actuels Wyoming, Nebraska, Dakota du Sud et du Nord, Montana, Kansas et Colorado. L'expansion rapide a été possible grâce à l'absence d'États organisés capables de défendre le territoire. Au début des années 1700, les colons britanniques continueraient à s'étendre jusqu'à ce que le territoire se consolide dans les 13 colonies connues. Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvanie, Delaware, Maryland, Virginie, Caroline du Nord, Caroline du Sud et New York. Pennsylvanie, Delaware, Maryland, Virginie, Caroline du Nord, Caroline du Sud et New York. Ainsi, les États-Unis commençaient à se former. Vers l'année 1750, la population avait déjà atteint 1 million d'habitants
et les esclaves importés des Caraïbes et du Brésil étaient déjà autour de 150 000. Oui, l'esclavage faisait partie de la société des colons britanniques. Entre 1756 et 1763 éclaterait la guerre de 7 ans, où les grandes puissances européennes s'affrontèrent dans la guerre de 7 ans, tant en Europe que dans leurs colonies en Afrique, en Inde et en Amérique. Le front qui nous concerne dans cette guerre, l'Amérique du Nord, a été le théâtre de l'affrontement entre l'Empire britannique avec les 13 colonies et soutenu par la Confédération iroquoise et le Royaume de France, avec la Nouvelle-France, soutenue par l'Espagne et la Confédération Wabanaki. Le résultat, une victoire britannique, après laquelle l'actuel Canada de la part de la France et la Floride de la part de l'Espagne sont cédés au Royaume-Uni, et la Louisiane est cédée à l'Empire espagnol par le traité de Fontainebleau de 1764. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rester informé de plus de contenu. Vers les années 1770, la population des 13 colonies était de 2,5 millions d'habitants. Après la guerre de 7 ans, et en raison de l'endettement élevé avec lequel le Royaume-Uni a terminé, la couronne augmenterait les taxes sur les exportations, ce qui a généré un mécontentement général parmi les colons face aux nouvelles impositions. La réponse à ce mécontentement a été la création d'organisations pro-nationalistes comme les Fils de la Liberté et des actes de protestation ultérieurs comme le Boston Tea Party, où un groupe de colons déguisés en indiens a jeté à la mer la cargaison de thé des navires britanniques. Face à cela, les tensions ne se sont pas fait attendre, et en 1775 éclaterait la guerre d'indépendance, dans laquelle, avec le soutien de l'Espagne et de la France, les 13 colonies déclareraient leur indépendance en 1776. Les États-Unis d'Amérique étaient nés. La guerre se prolongerait jusqu'en 1783, année où le Royaume-Uni reconnaîtrait cette indépendance. La première annexion américaine serait les territoires de la Confédération iroquoise en 1779, parvenant à un accord avec les tribus de cet État. Pour cela, George Washington, qui avait été nommé commandant en chef de l'armée révolutionnaire pendant la guerre, est devenu le premier président de la nation après la Constitution de 1787, se consolidant ainsi comme l'une des premières démocraties du monde et la Constitution fédérale la plus ancienne encore en vigueur. Washington serait remplacé par John Adams et par la suite par Thomas Jefferson, tous deux également considérés comme les pères fondateurs des États-Unis. Pendant le gouvernement de Jefferson, l'achat de la Louisiane serait effectué en 1804 à Napoléon pour environ 15 millions de dollars et à partir de la décennie 1810, la Floride serait acquise de l'Espagne. Au cours de ces premières années, les États-Unis adopteraient une politique étrangère de non-intervention, restant à l'écart de grands événements tels que les guerres napoléoniennes et se préoccupant plutôt d'apaiser les révoltes internes de natifs tels que les Cherokees et les Tecumseh, dont ils ont obtenu le territoire de l'Indiana. Bien qu'en 1812, une guerre éclaterait contre le Canada, toujours sous domination britannique en raison de certaines divergences avec la couronne, mais qui à long terme se sont terminées en status quo antebellum. Vers 1818 commencerait l'administration conjointe du territoire de l'Oregon qui avait été en litige. Américains, Français, Espagnols, Britanniques et Russes cherchaient à le contrôler. Ce territoire historique comprenait les États actuels de l'Oregon, Washington, Idaho, Montana et Wyoming, ainsi que la Colombie-Britannique de l'actuel Canada. Les controverses cesseraient après les traités de 1790, 1818 et 1821, après lesquels l'administration conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni serait convenue. Bien que les premiers dirigeants américains se préoccupaient davantage des politiques internes qui entraînaient une croissance économique et sociale accélérée dans le pays, leurs premiers affrontements externes étaient principalement axés sur la lutte contre la piraterie internationale, contre des pirates de l'actuelle Algérie et du Maroc, ainsi que des pirates grecs en mer Méditerranée, et soutenaient également d'autres puissances maritimes comme les Pays-Bas à Sumatra. Avec cela, les États-Unis démontraient qu'ils gagnaient le contrôle des mers, ce qui leur permettrait de protéger le commerce extérieur et, par conséquent, de poursuivre leur croissance. On dirait qu'ils avaient une vision claire très tôt. Vous souvenez-vous du territoire de l'Oregon ? Eh bien, après le traité de 1846 avec le Royaume-Uni, le territoire serait divisé en deux. La partie sud passerait sous souveraineté américaine et la partie nord sous souveraineté britannique, qui deviendrait à l'avenir un territoire canadien.
Et, avec cela, il semble que le réveil expansionniste des États-Unis avait commencé. Cette même année commencerait la guerre contre le Mexique, peu de temps après avoir annexé la République du Texas. La guerre a commencé après l'incident de Thornton, où 11 militaires américains sont morts. C'est le déclencheur qu'a utilisé le président James Polk pour déclarer la guerre au Mexique. Victoire américaine et annexion de près de la moitié du territoire mexicain, qui correspond actuellement, en plus du Texas, aux territoires actuels de Californie, Nouveau-Mexique, Arizona, Nevada, Utah et Colorado. Tout cela a été rectifié dans le traité de Guadalupe et Hidalgo. Au fur et à mesure que l'expansion et la prospérité de la grande nation augmentaient, la conscience le faisait aussi. Et une partie de cette croissance était due au fait que les États-Unis étaient devenus le principal exportateur d'esclaves du monde, en raison de la demande de main-d'œuvre pour les travaux agricoles. En 1871, la présidence serait assumée par le président reconnu Abraham Lincoln, dont les idées abolitionnistes effrayaient les États du Sud, où la main-d'œuvre des esclaves était la plus utilisée. La même année, les États du Sud, la Caroline du Sud, le Mississippi, la Floride, l'Alabama, la Géorgie, la Louisiane, le Texas, la Virginie, l'Arkansas, la Caroline du Nord et le Tennessee déclareraient leur indépendance en formant les États confédérés d'Amérique. Cela marquerait le début de la guerre civile connue sous le nom de guerre de sécession, où le président Lincoln réussit à s'imposer face aux États séparatistes, mettant fin à la guerre en 1865, après quoi les États seraient réintégrés et l'esclavage serait aboli. Bien que Lincoln ne pourrait pas profiter beaucoup de son succès, car il serait assassiné quelques jours après la fin de la guerre. Au cours des années suivantes, les États-Unis sont passés par une étape connue sous le nom de reconstruction, où des politiques de réintégration et de reconstruction ont été développées après la guerre. Avec l'achat de l'Alaska à l'Empire russe en 1877, les États-Unis passeraient d'un territoire de un peu moins d'1 million de kilomètres carrés, lors de leur indépendance, à plus de 9 millions de kilomètres carrés, tout cela en moins d'un siècle. Waouh! Ils aimaient vraiment la Terre. Leurs dernières acquisitions auraient lieu en 1898 après l'annexion d'Hawaï et la guerre hispano-américaine, ou après le naufrage du Maine, les États-Unis déclareraient la guerre à l'Espagne. Après avoir obtenu une victoire, il a réussi à lui prendre Cuba, Porto Rico, en plus d'acheter les Philippines et certaines possessions en Océanie. Avec toutes ces victoires, les États-Unis commençaient le XXe siècle avec le statut de puissance mondiale. En décembre 1913, la Réserve fédérale a été créée, c'est-à-dire la Banque centrale des États-Unis indépendante du gouvernement, et qui garderait les réserves des banques nationales, c'est-à-dire l'argent qui sort. C'est arrivé sous la présidence de Trump. Et le moment conspirationniste est arrivé. À partir de ce moment, les finances des États-Unis et, par conséquent, du reste du monde, seraient sous le contrôle des grandes familles qui contrôlaient la Réserve fédérale, les Rockefeller, les Rothschild et les JP Morgan. C'est pourquoi, après la participation des États-Unis à la Première Guerre mondiale, entre 1917 et 1918, qui a commencé après le naufrage du Lusitania, qui, soit dit en passant, me rappelle celui du Maine, le président Wilson, qui a reçu le soutien de ses familles pendant sa campagne, promeut ces 14 points qui ont été le germe de la création de la Société des Nations et qui deviendra plus tard l'ONU, en plus d'établir une nouvelle politique internationale et coloniale qui perdure jusqu'à nos jours. Ça me rappelle le nouvel ordre mondial. Il convient également de souligner que les États-Unis, du côté des Alliés, ont été les grands gagnants de cette guerre, car leur territoire est resté intact, et ils ont fait des millions avec la vente d'armes aux puissances européennes, en plus des prêts. Oui, des prêts. Plus de dettes signifie plus d'intérêts pour le système de la Réserve fédérale. Fin du complotisme. Attention, ce n'était qu'un moment, Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Mais bon, la prospérité des États-Unis atteignait son apogée pendant les années folles, qui fut éclipsée par la crise de 1929, qui a conduit à la Grande Dépression. Oui, l'économie des États-Unis et presque tout le monde s'est effondrée, bien qu'elle se soit progressivement rétablie au milieu des années 30 après la politique interventionniste proposée par le président Franklin Roosevelt, connu sous le nom de New Deal. Vers 1939, la Seconde Guerre mondiale éclaterait,
où les États-Unis entreraient en conflit en 1941 après l'attaque de Pearl Harbor. Pendant cette guerre, il a envoyé du soutien aux Alliés pour la libération de la France lors du jour J et l'avancée ultérieure sur le front de l'Ouest. Mais son principal antagoniste était l'Empire du Japon, qui, face à sa forte résistance, ne signerait sa reddition qu'après l'attaque de Hiroshima et de Nagasaki. Eh bien, président Truman, tu l'as fait, hein? Mais bon, une parenthèse avant de continuer. Peu avant la fin de la guerre, les États-Unis signeraient avec 44 nations les accords de Bretton Woods, qui établiraient la création du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, en plus d'établir le dollar américain comme monnaie de référence internationale. Oui, c'est pourquoi vos crédits hypothécaires et l'achat de billets d'avion sont peut-être en dollars. Et qui pensez-vous gagne à chaque transaction en dollars que nous faisons? Oui, moi. Et moi. Et moi aussi. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis se sont consolidés comme la première superpuissance mondiale après avoir appliqué le plan de Marshall. Seule l'Union soviétique pourrait lui faire face. Oui, la guerre froide avait commencé. Et qu'était la guerre froide? En gros, un affrontement économique, politique, social, militaire, scientifique et même sportif entre les deux superpuissances qui formeraient les deux blocs. L'occidental capitaliste et l'oriental communiste. L'occidental, sous le commandement des États-Unis, créerait l'OTAN, une alliance militaire avec le Canada et plusieurs pays d'Europe, en opposition au pacte de Varsovie, de l'Union soviétique et des pays de l'Europe de l'Est. Essentiellement, elle a été appelée la guerre froide parce qu'il n'y a jamais eu de conflit armé entre les deux nations, mais plutôt une série de guerres par procuration, dont la plus notable est la guerre de Corée, où les deux pays se sont séparés, ces pays n'ayant pas encore signé la paix. La guerre du Yom Kippour, où Israël a affronté plusieurs pays de la Ligue arabe, et la guerre du Vietnam, l'une des rares défaites des États-Unis. Pendant cette période, le mandat du président John F. est à noter. Kennedy, qui a dû faire face à la crise des missiles à Cuba, où une troisième guerre mondiale a failli éclater suite à la découverte de missiles soviétiques à Cuba, mais qui finalement les deux puissances sont parvenues à un accord. Il est également connu pour avoir dénoncé les sociétés secrètes. Quelle théorie du complot je t'ai raconté, mais oups, il a été assassiné en 1964. Quelle coïncidence! La guerre froide ne se terminerait pas avant 1991, suite à l'éclatement de l'Union soviétique. Le capitalisme avait triomphé et les États-Unis maintiendraient l'hégémonie du monde avec leurs alliés européens, qui s'étaient déjà rétablis avec le temps. Pendant la décennie des années 90, les États-Unis se positionnent comme la seule superpuissance. En 2001, l'attentat du 11 septembre a lieu, où des groupes terroristes d'Al-Qaïda ont attaqué les tours jumelles et le Pentagone. Enfin. Le point est qu'avec cela commencerait la guerre contre le terrorisme, qui durerait jusqu'à aujourd'hui. Cette période comprend les guerres en Afghanistan, en Irak, en Somalie et en Syrie contre les groupes extrémistes islamiques tels qu'Al-Qaïda, l'État islamique et Al-Nusra, qui n'ont pas pu persévérer avec le temps. De plus, l'interventionnisme des États-Unis se poursuivrait dans la recherche de la lutte pour la démocratie, dans laquelle il a soutenu le renversement de grands dictateurs comme Kadhafi en Libye et Saddam Hussein en Irak. Les derniers présidents élus, Barack Obama et Donald Trump, feraient face à un scénario où de nouvelles puissances émergentes commenceraient à se présenter de front. La Russie dans les domaines politiques et militaires et la Chine dans le domaine économique. Même de nombreux analystes appellent cela la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, qui à ce rythme, le géant asiatique les dépasserait en quelques décennies. Alors, cela pourrait-il être la fin de l'hégémonie mondiale des États-Unis? Pensez-vous que nous vivons ou qu'une nouvelle guerre froide approche? N'oubliez pas de laisser vos commentaires à ce sujet, j'aimerais connaître votre opinion. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me donner un like et de vous abonner à ma chaîne pour rester informé de plus de contenu. À la prochaine! Sous-titré par Jim Coyle.